Raskolnikov n'était pas habitué à la foule et, comme nous l'avons déjà dit, il fuyait toute société, surtout ces derniers temps. Mais à présent, soudain quelque chose l'appelait vers les gens. Quelque chose se passait en lui qui était comme nouveau et, en même temps, c'est une espèce de soif des gens qui s'éveillait en lui. Ce mois de concentration angoissée qu'il avait vécu, ce mois d'excitation lugubre l'avait tellement fatigué qu'il avait envie, ne fût-ce qu'une seule minute, de reprendre son souffle dans un autre monde. Quel que puisse être ce monde, et malgré toute la saleté du décor, c'est avec plaisir qu'il s'attardait maintenant dans la taverne. Le patron de l'établissement était dans l'autre pièce, mais il entrait souvent dans la pièce principale, descendant par des marches dont on ne savait trop où, opération pendant laquelle on voyait d'abord paraître ses magnifiques bottes paysannes à large revers rouge. Il portait une blouse russe et un gilet de velours noir incroyablement graisseux, n'avait pas de cravate et son visage tout entier avait un genre d'air huilé comme un cadenas de fer. Un gamin d'environ 14 ans se tenait au comptoir, et il y avait un autre gamin plus jeune qui apportait les commandes. Il y avait des cornichons en morceaux, des biscuits noirs, du poisson coupé en petits bouts. Tout cela puait beaucoup, l'air était étouffant au point qu'il était insupportable de rester assis, et tout était si imprégné d'une odeur d'alcool que, semblait-il, rien qu'à respirer l'air, on pouvait s'enivrer en 5 minutes. Il y a des rencontres avec des gens qui nous sont même complètement inconnus, auxquels nous commençons à nous intéresser au premier regard, comme d'un seul coup, soudain, avant d'avoir dit le premier mot. C'est exactement cette impression que fit sur Raskolnikov le client assis à l'écart qui ressemblait à un fonctionnaire en retraite. Le jeune homme repensa plusieurs fois par la suite à cette première impression et la rapprocha même d'une prémonition. Ses regards revenaient sans cesse, se posaient sur le fonctionnaire, aussi, bien sûr, parce que lui aussi il le regardait obstinément et qu'on voyait bien qu'il avait grande envie d'engager la conversation. Quant aux autres qui se trouvaient dans la taverne, y compris le patron, le fonctionnaire les considérait avec une sorte de routine et même avec ennui, et en même temps avec un peu une nuance d'un certain dédain, plein de hauteur, comme des personnes d'une position et d'une culture inférieure auxquelles il n'avait rien à dire. C'était un homme de déjà plus de 50 ans, de taille moyenne et de forte corpulence, aux cheveux gris assez chauves, au visage jaune et même verdâtre, bouffi par une ivrognerie constante, aux paupières boursouflées derrière lesquelles brillaient de petits yeux rouges minuscules comme de petites fentes mais animés. Mais il y avait en lui de quelque chose de très étrange. Son regard s'illuminait de quelque chose qui ressemblait même à de l'exaltation. Il y avait là, sans doute, oui, une pensée, un esprit. Mais en même temps, on y sentait fuser un genre de folie. Il portait un vieux frac noir complètement loque, dont les boutons étaient tombés. Un seul tenait encore à peine, et c'est ce bouton-là qui lui servait à se boutonner. Lui qui, visiblement, ne voulait pas déroger aux convenances. Sous son gilet de nankin, on voyait une chemise toute froissée, salie, graisseuse. Son visage était glabre comme celui d'un fonctionnaire, mais il s'était rasé depuis déjà longtemps, et des poils bleu-noir commençaient à poindre partout. Même dans ses attitudes, il y avait réellement quelque chose comme une gravité de fonctionnaire. Mais il était inquiet, il se passait la main dans les cheveux, et plein d'angoisse, il se prenait de temps en temps la tête dans les mains, ses coudes râpés posés sur la table gluante et trempée. À la fin, il regarda directement Raskolnikov et prononça d'une voix ferme et sonore « Oserais-je, mon bien cher monsieur, me tourner vers vous pour une conversation toute de bienséance ? Car, quoique sous une forme insignifiante mon expérience distingue en vous un homme cultivé et non habitué à la boisson, moi-même j'ai toujours respecté la culture, unie aux qualités du cœur, et je me trouve être moi-même conseiller titulaire. Marmeladov, tel est mon nom de famille, conseiller titulaire. Oserais-je m'enquérir, monsieur est fonctionnaire ? Non, j'étudie, répondit le jeune homme, quelque peu étonné à la fois par le ton particulier et fleuri, et par cette manière de s'adresser à lui aussi directement, face à face.
malgré ce désir instantané qu'il venait d'éprouver d'entrer en relation n'importe laquelle avec les gens à la première parole qu'on lui adressait réellement, il éprouva soudain cet habituel sentiment désagréable fait d'agacement et de dégoût à l'égard de tout étranger qui touchait ou qui tentait seulement de toucher à sa personne. « Étudiant donc, ou ancien étudiant » s'écria le fonctionnaire. « Bien, ce que je me disais, l'expérience, mon cher monsieur, l'expérience fréquente, et... » En signe d'éloge, il s'appuya le doigt sur le front. « Vous étiez étudiant ou pratiquiez le domaine de la science, mais... permettez... » Il se leva, tangua, saisit sa bouteille, son petit verre, et s'assit à côté du jeune homme un peu de biais. Il était gris. Mais il parlait avec éloquence et entrain, ne bafouillant que de loin en loin, et rallongeant les mots. C'est même avec une sorte d'avidité qu'il se jeta sur Raskolnikov, comme si lui non plus il n'avait pas parlé avec âme qui vive depuis un mois. « Mon cher monsieur, commença-t-il d'une voix quasiment solennelle, pauvreté n'est pas vice, c'est là une vérité. Je sais aussi qu'ivrognerie n'est pas vertu, et ça, oh, combien plus. Mais la misère, mon cher monsieur, la misère, ça, c'est un vice. Dans la pauvreté, vous conservez encore la noblesse de vos sentiments innés, mais dans la misère, jamais personne. Dans la misère, quand on vous chasse, ce n'est même pas un coup de bâton, c'est d'un coup de balai, loin de la compagnie des hommes, pour que l'offense en soit plus forte, et ce, à juste titre, car dans la misère, je suis le premier enclin à m'offenser moi-même. Et de là la boisson. Mon cher monsieur, le mois dernier, monsieur Lebeziatnikov a roué de coups mon épouse. Et mon épouse, c'est autre chose que moi. Vous comprenez, monsieur? Permettez-moi de vous demander comme ça... Par pure et simple curiosité, monsieur a-t-il déjà passé des nuits sur la Neva dans les barges de foin? Non, jamais, répondit Raskolnikov. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'en viens et 5 nuits de suite, ça fait. Il se versa un verre, but et demeura songeur. De fait, dans ses habits et même ses cheveux, çà et là étaient collés de petites poussières de foin. Il était très vraisemblable qu'il ne s'était ni lavé ni déshabillé depuis 5 jours. C'étaient surtout ses mains qui étaient sales, grasses, rouges, avec des ongles noirs. Sa conversation, semblait-il, avait éveillé une attention générale encore que paresseuse. Les gamins au comptoir se mirent à ricaner. Le patron visiblement venait de redescendre tout exprès de la chambre supérieure pour écouter ce rigolo, et s'assit à l'écart, bâillant paresseusement mais avec gravité. À l'évidence, Marmeladov était connu ici depuis longtemps, et son penchant pour les discours fleuris ne devait sans doute lui venir que d'une habitude des conversations de taverne avec toutes sortes d'inconnus. Cette habitude, pour certains ivrognes, se transforme en nécessité, surtout pour ceux d'entre eux qui, à la maison, sont traités sévèrement et accablés de récriminations. Voilà pourquoi dans les compagnies de buveurs, ils essaient toujours comme de gagner une justification, voire, s'ils le peuvent, du respect. « Rigolo !» prononça à voix haute le patron. « Pourquoi tu travailles pas? Pourquoi vous servez pas si vous êtes fonctionnaire ?»« Pourquoi je sers pas, mon cher monsieur ?» reprit Marmeladov, s'adressant exclusivement à Raskolnikov, comme si c'était lui qui venait de poser cette question. « Pourquoi je ne sers pas? Mais mon cœur à moi, est-ce qu'il ne verse pas des larmes de sang de ce que je sois rampé parmi les bêtes viles? Quand monsieur Lebeziatnikov, il y a 1 mois, a battu ma propre femme de ses propres mains et que moi j'étais couché pompette, est-ce que je ne souffrais pas? Permettez, jeune homme, ça vous est arrivé, hein? Enfin, de demander qu'on vous prête de l'argent sans espoir? Oui, mais comment ça sans espoir?
C'est-à-dire sans espoir complètement, monsieur, en sachant à l'avance que ça ne donnera rien du tout. Tenez, vous savez par exemple d'avance et parfaitement que cet homme-là, ce citoyen des plus honorables comme des plus utiles, pour rien au monde il ne vous donnera de l'argent, parce que pourquoi, je vous demande, il vous en donnerait? Et il le sait bien, lui, que je ne lui rendrai pas. Par compassion? Mais monsieur Lebetsiatnikov, disciple des nouvelles pensées, expliqua l'autre jour que la compassion, à l'époque où nous sommes, elle est même interdite par la science, et que c'est ce qui se fait déjà en Angleterre, là où règne l'économie politique. Alors, pourquoi, je vous demande, il donnerait? Et donc, sachant d'avance qu'il ne donnera rien, vous, malgré tout, vous vous mettez en route. Et alors, pourquoi y aller? Ajouta Raskolnikov. S'il n'y a plus personne chez qui aller. Il faut bien quand même, non, que chaque être ait quelque part où aller, parce qu'un temps vient où c'est absolument qu'il faut un endroit où aller. Comme un fils légitime, mon aîné allait aller avec le billet jaune, moi aussi, alors je suis allé, parce que, n'est-ce pas, ma fille, monsieur, elle vit avec le billet jaune, ajouta-t-il entre parenthèses en regardant le jeune homme avec une certaine inquiétude. Ça ne fait rien, mon cher monsieur, ça ne fait rien, s'empressa-t-il d'ajouter tout de suite, et visiblement avec un grand calme, quand les gamins pouffèrent derrière leur comptoir et que le patron esquissa un sourire. « Ça ne fait rien, monsieur. » Ce hochement de tête ne me trouble aucunement, puisque la chose est déjà sue de tous, et tout secret ressort à la lumière, et ce n'est point avec mépris, mais bien avec une humilité que je le reçois. Tant mieux! Tant mieux! Ecce homo, permettez, jeune homme, pouvez-vous, non, trouver une formule plus forte, plus colorée, hein. Non pas ne pouvez-vous pas, mais oserez-vous, me regardant en cet instant, dire positivement que je ne suis pas un porc? Le jeune homme ne répondit pas un mot. Bon, monsieur, poursuivait l'orateur, après avoir observé une pose grave et pleine même d'une dignité appuyée, non sans une nouvelle bordée de ricanements dans la pièce. Bon, monsieur, moi, je suis un porc, mais elle, c'est une dame. Moi, je suis à l'image de la bête, mais Katerina Ivanovna, mon épouse, c'est une personne cultivée, née femme d'officier. Bon. Je suis une ordure, mais elle a le cœur noble et elle est tout emplie de sentiments ennoblis par l'éducation. Et pourtant, si elle avait pitié de moi, mon bon monsieur. Il faut bien, non? Il faut bien que tout être ait ne serait-ce qu'un endroit où on le prenne en pitié. Et Katerina Ivanovna, c'est une femme, bien sûr, au grand cœur, mais injuste. Même si je comprends, quand elle me tire par les crins, que si elle me les tire, ça n'est que par compassion du cœur, car, je le répète sans rougir, elle me tire par les crins, jeune homme, confirma-t-il avec une dignité profonde, après avoir de nouveau entendu de petits rires. Mais, mon Dieu, si, ne serait-ce qu'une seule fois, elle... Non. Vanité que tout cela. Et inutile d'en parler. Car c'est plus d'une fois que mes vœux se sont réalisés, c'est plus d'une fois que je fus pris en pitié, mais telle est ma nature.
que je suis un porc par la naissance. Je te crois, remarqua en bâillant le patron. Marmeladov donna un coup de poing décidé sur la table. « Oui, telle est ma limite, savez-vous, mais savez-vous, mon bon monsieur, que je lui ai même bu ses bas. Pas ses souliers, n'est-ce pas? Car au moins un peu, cela ressemblerait à un ordre des choses, mais ses bas, n'est-ce pas, que j'ai bu. Son petit châle en duvet de chèvre, lui aussi je l'ai bu. Un cadeau, c'était, d'avant, qui lui appartenait à elle, pas à moi. Et on vit, nous, dans un recoin froid, et elle, cet hiver, elle s'est enrhumée. Elle s'est mise à tousser avec du sang, déjà. Des enfants, tout petits. On en a 3. Et Katerina Ivanovna, du matin jusqu'au soir, elle travaille, elle gratte, elle récure, elle lave les enfants, car la propreté, c'est sa coutume depuis l'enfance. Avec sa poitrine faible, encline à la phtisie, et moi, ça, je le sens. Est-ce que je ne le sens pas? Plus je bois, plus je le ressens. C'est pour ça que je bois. Que dans cette boisson, je cherche la compassion et le sentiment. Ce n'est pas la joie. C'est l'affliction seulement, elle, que je cherche. Je bois car, doublement j'arde à souffrir. Et comme accablé de désespoir, il pencha la tête sur la table. « Jeune homme, poursuivit-il, se redressant à nouveau, je lis sur votre visage comme une certaine affliction. Je l'ai lu dès que vous êtes entré. Voilà pourquoi c'est à vous que je me suis adressé tout de suite. Car, vous confiant l'histoire de ma vie, ce n'est pas au pilori que je veux m'exposer devant ces oisifs, lesquels de toute façon savent déjà toute la chose. Je cherche un homme sensible et cultivé. Sachez donc que mon épouse a été éduquée dans une honorable pension de noblesse de la province et qu'à la sortie elle a dansé avec le châle de l'excellence en présence du gouverneur et d'autres notabilités, ce pourquoi elle a reçu la médaille d'or et le tableau d'honneur. La médaille, bon. La médaille, on l'a vendue. Ça fait longtemps, ça. Son diplôme d'honneur, il est toujours, lui, dans la malle, et récemment encore, elle l'a montré à la logeuse. Et même si, avec cette logeuse, des querelles incessantes l'opposent, elle a voulu, vous comprenez, manifester au moins un peu de fierté devant quelqu'un et lui confier le bonheur des jours passés. Et je ne condamne pas, car cette dernière chose lui reste en mémoire, alors que tout le reste est tombé en poussière. Ouais. Une dame tout feu, tout flamme, fière, inflexible. Elle-même qui lave le plancher et qui reste au pain noir, mais jamais elle n'acceptera qu'on lui manque de respect. Voilà pourquoi elle a refusé de laisser passer la grossièreté de monsieur Lebediatnikov. Et comme monsieur Lebediatnikov l'a frappé, c'est moins les coups que les sentiments qui l'ont fait salité. Moi, je l'ai prise déjà veuve avec 3 enfants, tous plus petits les uns que les autres. Son premier mari, elle l'avait épousé, un officier d'infanterie. Par amour, elle s'est sauvée avec lui de la maison parentale. Son mari, elle l'aimait à la folie, mais il a joué aux cartes, il est passé en jugement et il est mort. À la fin, il la battait. Elle ne lui pardonnait rien, peut-être, ce que je sais avec certitude et sur preuve, mais elle repense toujours à lui avec des larmes, et moi, elle me reproche que je ne sois pas lui. Et je suis content.
car, ne serait-ce qu'en imagination au moins, jadis, elle se revoit heureuse. Elle est restée après lui, avec 3 enfants en bas âge dans un district éloigné et barbare, où je me trouvais moi-même à cette époque. Et elle était dans une misère tellement désespérée que moi, même si j'ai déjà vu les aventures les plus diverses, mais la décrire même, je ne suis pas capable. Ceux de sa famille, eux, ils l'ont renié, et puis elle était fière, mais fière outre mesure. Et c'est à ce moment-là, mon bon monsieur, que moi, déjà veuf moi-même, et père d'un premier lit, d'une fille de 14 ans, je lui ai proposé ma main, car je ne pouvais pas voir une souffrance pareille. Vous pouvez juger du degré de misère où elle en était arrivée. Si elle, cultivée et instruite, est d'une famille connue, elle a dit oui. Oui, c'est avec moi qu'elle est allée. Pleurant et sanglotant et se tordant les bras, mais elle y est allée. Car elle n'avait plus nulle part où aller, comprenez-vous, non, mais... Comprenez-vous, mon bon monsieur, ce que ça veut dire quand il n'y a vraiment plus nulle part où aller, non? Vous ne le comprenez pas encore? Et pendant tout un an, j'ai rempli mon devoir honnêtement, religieusement, je n'ai pas touché à ça. Il frappa sa bouteille du doigt, car j'ai du sentiment. Mais même là, je n'ai pas pu complaire. Et là, j'ai perdu ma place, et là aussi, sans être responsable. Non, par compression des affectifs. Et là, j'y ai touché. 1 an et demi, ça fait déjà que nous nous sommes vus, après de longues et multiples errances dans cette somptueuse capitale ornée de si multiples monuments. Et là, j'ai retrouvé une place. Je l'ai retrouvée. Et je l'ai reperdu. Vous comprenez, monsieur? Mais là, c'était ma faute, si je l'ai reperdu, parce que ma limite est revenue. Et c'est dans un recoin que nous vivons maintenant chez une logeuse. Amalia Fyodorovna Lipevezel. Et de quoi nous vivons, et comment nous payons, je n'en sais rien. Plein d'autres gens vivent là à part nous. Sodome est le plus monstrueux. Ouais. Et pendant ce temps, ma fille a grandi, celle du premier mariage. Et tout ce qu'elle a enduré, ma fille, de la part de sa marâtre en grandissant, cela je le passe sous silence. Car même si Katerina Ivanovna est tout empreinte de grandeur d'âme, elle est une dame tout feu, tout flamme et irritable, et parfois... Ah oui. Bon. N'y revenons plus sur tout cela. D'éducation, comme vous pouvez vous en douter, Sonia n'en a même pas l'ombre. J'ai essayé, ça fait 4 ans de ça, de survoler l'histoire universelle et la géographie, mais comme moi-même je suis un peu faible dans ces connaissances, et qu'il n'y avait en plus aucun guide valable, vu que le peu de livres qu'il y avait... Bon, bref, il n'en reste plus un seul de ces livres, et c'est ainsi que l'instruction s'est achevée sur Cyrus, roi de Perse. On s'est arrêté. Plus tard, une fois qu'elle a eu atteint l'âge adulte, elle a lu quelques livres de contenu romanesque, et récemment encore par le truchement de monsieur Lebeziatnikov, un autre livre, la physiologie de Lewis. Monsieur connaît peut-être.
Elle l'a lu avec grand intérêt, et même elle nous en fait part en extrait, et toutes ces lumières s'arrêtent là. Maintenant, je m'adresse à vous, mon bien cher monsieur, de mon propre chef, par une question privée. D'après vous, une jeune fille pauvre, mais honnête, peut-elle gagner beaucoup par un travail honnête? Elle ne gagnera pas 15 kopecks par jour, monsieur, si elle est honnête, et si elle ne possède aucun talent particulier, et encore sans jamais arrêter de travailler. Et encore, le conseiller titulaire Ivan Ivanovitch Klopstock, vous connaissez peut-être? Non. Seulement, il n'a toujours pas payé sa demi-douzaine de chemises de Hollande, mais même il l'a chassée en l'insultant, tapant des pieds, la traitant de nom grossier pour la raison, soi-disant, que le col des chemises était cousu de travers et pas selon les mesures. Et là, les petits-enfants qui n'ont rien à manger. Et là, Katerina Ivanovna, en se tordant les bras, qui marche à travers la chambre, des taches rouges qui lui viennent sur les joues. C'est toujours ça dans cette maladie. Tu vis chez nous, n'est-ce pas, espèce de parasite, tu manges, tu bois, tu profites du chauffage. Qu'est-ce que ça veut dire, tu manges, tu bois? Quand ça fait bien 3 jours que les petits n'ont pas vu un croûteau de pain. Et moi, j'étais couché à ce moment-là, ouais, mais quoi? J'étais couché, n'est-ce pas? Brinzingue. Et j'entends ma Sonia qui dit... Elle est sans défense et sa voix comme ça, toute douce, une toute petite blonde, son minois toujours pâle, vous savez, toute frêle. Elle dit, quoi, Katerina Ivanovna, vous croyez maintenant que je peux aller faire une chose pareille? Et là, Daria Frantsevna, une femme mal intentionnée et très souvent connue de la police, donc, était passée 3 fois déjà, se renseigner par l'entremise de la logeuse. Et quoi, Katerina Ivanovna, qui lui répond, pour se moquer, tu as trouvé quoi garder? Tu parles d'un trésor. Mais n'accusez pas, mon bon monsieur, n'accusez pas, ce n'est pas dans sa pleine raison que la chose fut dite, mais sous le flot des sentiments, avec la maladie et les pleurs des enfants affamés, et c'était dit tout cela, plutôt pour humilier qu'au sens le plus précis, car c'est le caractère de Katerina Ivanovna que, quand les gosses se mettent à pleurer même, ne serait-ce que sous le coup de la faim, tout de suite elle commence à les battre. Et je vois comme ça, vers les 6 heures, Sonietchka qui se lève, elle met son petit foulard, son petit burnou, et elle sort de chez nous, et vers les 9 heures, elle revient. Elle rentre, et tout de suite vers Katerina Ivanovna, et elle pose sur la table devant elle, sans rien dire, 30 roubles. Et avec ça, elle ne lui dit pas un mot sans la regarder, même elle prend juste notre grand foulard vert de drap de dame. On a un foulard comme ça à tout le monde, de drap de dame. Elle se cache la tête et la figure avec, elle se couche sur le lit, le visage vers le mur, juste les épaules et tout le corps aussi qui tressaille. Et moi, comme avant, j'étais couché dans le même état, n'est-ce pas? Et j'ai vu à ce moment-là, jeune homme, j'ai vu, après ça, Katerina Ivanovna, elle non plus, sans dire un mot, qui venait vers le lit de Sonietchka, et toute la soirée elle est restée devant un genou, elle lui baisait les pieds, elle ne voulait pas se lever, et après, toutes les deux, elles se sont endormies ensemble dans les bras l'une de l'autre. Les deux. N'est-ce pas? Et moi, j'étais couché brinzingue. Marmeladov se tut, comme si sa voix s'était coupée d'elle-même. Puis brusquement, très vite, il se versa un verre, il but et fit un grognement.
Depuis ce temps-là, mon cher monsieur, reprit-il après un certain silence, depuis ce temps-là, suite à une circonstance malheureuse et une dénonciation de personnes mal intentionnées à quoi Daria Frantsevna n'a pas qu'un peu contribué, soi-disant qu'on lui aurait manqué de respect. Depuis ce temps-là, Sofia Semyonovna s'est vue forcée de prendre le billet jaune, et suite à cet état de choses, elle ne pouvait plus rester avec nous. Parce que ni la logeuse, Amalia Fyodorovna, ne voulait plus l'admettre. Et elle, n'est-ce pas, avant qui avait aidé Daria Frantsevna, ni monsieur Lebediatnikov. C'est à cause de Sonia qu'il a eu cette histoire, d'ailleurs, avec Katerina Ivanovna. Au début, il poursuivait Sonia, et après ça, d'un coup, il prend des grands airs. Comment ce serait possible, n'est-ce pas, que moi, un homme des Lumières, je vive dans le même logement qu'une fille comme ça? Et Katerina Ivanovna, qui a voulu répondre, elle a pris la défense. Bon, et c'est arrivé. Et maintenant, quand elle passe chez nous, Sotniechka, c'est plutôt vers le soir, et elle soulage Katerina Ivanovna, elle lui fournit de quoi, autant qu'elle peut. Et elle habite chez le tailleur Kapernaumov. Elle loue un logement chez eux. Et Kapernaumov, il est boiteux, et il a la langue lourde, et toute sa très multiple famille a la langue lourde aussi. Sa femme aussi, elle a la langue lourde. Ils vivent tous dans une seule pièce. Et Sonia, elle a la sienne à part avec une cloison. Ouais. Des gens très pauvres et tous la langue lourde. Ouais. Donc, à ce moment-là, le matin suivant, n'est-ce pas, je me suis levé, j'ai mis mes nippes, j'ai levé les bras vers le Seigneur et je suis allé trouver son Excellence, Ivan Afanatsievitch. Son Excellence, Ivan Afanatsievitch. Monsieur connaît peut-être. Non? Ah, c'est un homme de Dieu que vous ne connaissez pas. De la cire. De la cire devant la face de Dieu. Ils font ainsi que cire. Il a même eu les larmes aux yeux quand il a entendu. Bon, il me dit, Marmeladov, une fois tu as déjà déçu mes attentes, je te prends encore une fois sous ma responsabilité personnelle. Il m'a dit ça comme ça. Souviens-toi, n'est-ce pas, et va. Moi, j'ai baisé la poussière de ses pieds mentalement, vu que, pour de bon, il n'aurait pas permis, étant un grand notable et un homme de nouvelle conception gouvernementale et culturelle, je rentre chez moi, et quand j'ai déclaré que j'étais repris dans la fonction et que je touchais un traitement, mon Dieu, ce qui s'est passé à ce moment-là. Marmeladov s'arrêta à nouveau, pris d'une grande émotion. À ce moment, on vit descendre de la rue toute une compagnie d'ivrognes, déjà complètement ivres, et l'on entendit à l'entrée les accords d'un orgue de barbarie dont ils avaient loué les services, et la voix éraillée d'un enfant de 7 ans qui chantait « Mon petit refuge ». Un chahut s'instaura. Le patron et le serveur s'occupèrent des nouveaux arrivants. Marmeladov, sans faire attention à eux, poursuivit son récit. Il s'était, semblait-il, fortement affaibli, mais plus il s'enivrait, plus il avait envie de parler. Les souvenirs de ses récents succès dans le service semblèrent le ranimer et se reflétèrent même sur son visage par une espèce de clarté. Raskolnikov écoutait attentivement. Et ça se passait, ça, mon cher monsieur, il y a 5 semaines. Ouais. À peine elles ont su ça, toutes les deux, Katerina Ivanovna et Sotniechka,
Mon Dieu, comme si je me retrouvais dans le royaume de Dieu. Avant, tu restes là, vautrée, rien que des injures. Maintenant, elle marche sur la pointe des pieds, elle calme les enfants. Semyon Sakharitch s'est fatigué au travail, il se repose. Chut. Elles me servent du café avant d'aller au travail, elles me font bouillir de la crème. Elles ont commencé à trouver de la vraie crème, vous entendez? Et où elles ont trouvé l'argent d'un nouvel uniforme? 11 roubles 50. Je ne comprends pas. Des souliers, des chemises en calicot, mais magnifiques. Et l'uniforme, tout